Après l'architecture, on va aborder un autre sujet, un autre exemple, les infrastructures, l'exposition du réseau électrique français au risque. J'appelle au pupitre sur la scène Catherine Lelon et David Moncoulon. Catherine Lelon, bonjour. Vous êtes référente climat RTE, RTE tout le monde connaît, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Et David Moncoulon, on ne vous présente plus, vous êtes directeur du département R&D modélisation CCR. Ça va être une présentation à deux. Donc c'est Catherine Lelon qui va démarrer, on va débuter avec vous. Ma question elle est très simple, comment RTE s'adapte et c'est déjà un peu adapté compte tenu de ces changements climatiques? On peut parler du vent, on peut parler évidemment aussi des inondations. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais remercier CCR de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui dans votre journée CatNat. Je vais vous présenter pardon, c'est moi qui passe les slides. Voilà, le réseau de transport d'électricité en quelques mots. Donc, nous possédons le réseau de transport d'électricité, c'est-à-dire le réseau de haute et très haute tension, entre 63 000 et 400 000 volts. Et nous le construisons, nous l'exploitons et nous le maintenons. Nous avons d'autres missions comme donc nous acheminons l'électricité entre les producteurs et les distributeurs ou les très grands industriels. Nous assurons l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, c'est-à-dire entre la production et la consommation à chaque seconde. Et nous gérons les importations et les exportations d'électricité vers les pays frontaliers. Nous avons 51 lignes transfrontalières. Nous concevons les mécanismes de marché et nous éclairons les pouvoirs publics avec des études prospectives. Nous avons sorti en février 2022, donc là en tout début d'année, les futurs énergétiques 2050 qui donnent une vision d'un monde énergétique décarboné. Et puis donc, nous gérons et nous maintenons le réseau de transport d'électricité, ce réseau étant en constante évolution. Alors, pour vous donner quelques chiffres, surtout quelques chiffres sur le réseau, puisqu'on va en parler après. Donc, nous sommes le premier gestionnaire de réseau de transport européen par notre taille d'infrastructure et par notre volume d'investissement, ce qui veut dire que nous exploitons 100 000 km de liaisons aériennes, 7 000 km de liaisons souterraines et 3 000 postes électriques dont nous sommes propriétaires. Donc, vous voyez l'importance de notre infrastructure. Nous sommes présents sur toute la France continentale métropolitaine et nous sommes un monopole public sous la tutelle de la DGEC et régulé par la Commission de régulation de l'électricité qui fixe notre tarif d'utilisation du réseau de transport qui est notre principale source de revenus. Alors, nous avons engagé un projet sur la résilience du réseau au changement climatique. Et pour adapter notre infrastructure, nous avons priorisé les actions à mener en fonction de deux critères. Leurs critères de localisation, est-ce que l'enjeu est localisé ou de grande ampleur, et en fonction de l'évolution des aléas avec le changement climatique, donc évolution qualitative au moment de la priorisation. Et nous avons donc sur un enjeu localisé comme de la neige collante ou des tornades, en fait, il n'est pas intéressant de revenir sécuriser le réseau déjà existant. On a fait des analyses coût-bénéfice, c'est beaucoup trop cher. Par contre, il est intéressant de construire les nouveaux ouvrages dans les zones, par exemple, de neige collante, qui sont cartographiés de façon résiliente. Donc, sur cette partie très localisée, jusqu'au département à peu près, on va réparer le réseau existant et construire robuste le réseau futur. Et puis après, sur les échelles géographiques un peu plus larges, donc sur la partie, si on va tout à fait sur toute l'ampleur, sur tout le territoire national, là on peut citer les canicules ou les tempêtes hivernales. Là c'est un vrai enjeu pour le réseau d'être résilient. Et donc je vous parlerai en un slide de ce qu'on a fait pour être résilient aux tempêtes. Et puis entre les deux, on a positionné les inondations, tous les types d'inondations. Et là on s'est dit que ça allait augmenter, enfin tout le monde dit que ça va augmenter dans l'avenir, donc on s'est dit qu'on avait un enjeu à regarder comment notre réseau allait se comporter face aux inondations.
Et pourquoi est-ce qu'on est si intéressé à regarder à un climat futur? Mais c'est parce que notre réseau est fortement extérieur, hein, je vous l'ai dit, 100 000 km de liaison aérienne et les postes sont essentiellement en extérieur également. Et puis, on construit pour de longues années. Un poste, ça dure plus de 60 ans, une liaison aérienne, 80-85 ans. Donc, c'est très important que les ouvrages soient en capacité de tenir le changement climatique qui s'annonce. Alors, sur la tempête, donc en 99, RTE, donc on était encore sous EDF à l'époque, hein, mais on a pris de plein fouet les deux tempêtes Lothar et Martin de décembre 99, et une très grande partie du réseau, je pense que les gens qui les ont vécus s'en souviennent, une grande partie du réseau était par terre, donc ça a été un vrai traumatisme pour l'entreprise. Et donc on a procédé à un an d'études en fait en 2000, et en 2001, on a engagé un programme de sécurisation mécanique qui a duré 15 ans, qui a coûté 2,5 milliards d'euros et qui a consisté à définir, donc c'est ça les études qui ont duré un an, définir le réseau minimal à sécuriser pour maintenir une alimentation électrique pour chaque poste, chaque zone de consommation et à peu près 8000 traversées d'autres réseaux, comme des traversées de réseau SNCF, pour ne pas avoir des cascades de phénomènes. Et ces 50 000 liaisons aériennes, ces kilomètres de liaisons aériennes, donc on a reconstruit avec des pylônes plus robustes, on a rajouté des kits de renforcement, on a mis des pylônes anti-cascade pour éviter les effets dominos. Et maintenant, on construit directement avec des nouvelles normes qui s'appellent les Eurocodes et qui ont intégré des tenues au vent plus importantes. Le REX de cette sécurisation mécanique, on a eu à peu près 13 tempêtes depuis 1999 avec des vents de plus de 100 km/h. Le REX est tout à fait satisfaisant. Et quand maintenant on a une ruine de pylône, on va voir si la ruine est liée à un problème générique. Et à ce moment-là, il faut remonter toute la file de pylônes pour corriger le problème générique, ou si c'est quelque chose de très ponctuel, et auquel cas tout va bien, on répare juste le pylône. Alors, sur les aspects inondation, donc comme je vous le disais, on a souhaité se conforter sur la partie inondation et on a cherché un partenaire parce qu'en fait, côté RTE, on n'a pas du tout de compétences en hydrologie. Et donc, on a cherché un partenaire compétent en hydrologie, compétent en modélisation et également en prospective, et qui soit capable d'avoir des modélisations à une descente d'échelle qui nous permettent de cibler un ouvrage. Donc un empattement de pylône, vous voyez, c'est quelques mètres, un poste électrique, c'est quelques centaines de mètres, donc il fallait une descente d'échelle très importante. Quelqu'un qui soit en capacité de nous faire la France entière, on ne voulait pas aller chercher un partenaire par vallée, on va dire, et puis qui nous regarde à un horizon lointain, puisque comme je vous l'ai dit, on construit pour du long terme. Donc 2050, c'est demain, en fait, hein, pour nous. Et puis voilà, quelqu'un qui connaisse les risques. Et donc voilà, on a trouvé des publications de CCR, donc on a pris contact et on a signé, après une petite étude de faisabilité, on a signé un partenariat avec la R&D, nos deux R&D, en fait, R&D RTE, R&D CCR, ont signé un partenariat. Donc partenariat, vous passez la parole à votre partenaire David Moncoulon. La méthode CCR en l'occurrence, vous allez nous expliquer un petit peu comment on fait. Est-ce qu'on a d'ores et déjà, je dirais, des résultats bénéfiques de ce nouveau partenariat? Bon, on va en voir quelques exemples dans notre présentation commune. Donc l'idée, effectivement, comme l'a dit Catherine, c'est un partenariat qui est mutuellement bénéfique parce que nous, on s'intéresse à ces dommages au réseau en termes de dommages économiques consécutifs à un événement naturel et aux conséquences en cascade, type perte d'exploitation liée à des coupures électriques. Et donc, on travaille mutuellement dans ce projet de R&D pour enrichir aussi nos modèles et notre expertise sur le risque de perte d'exploitation consécutive à un événement. Et donc, c'est pour ça que c'est un échange et un partenariat de R&D. Alors, on travaille depuis longtemps en parallèle avec Météo France pour travailler sur la modélisation des projections climatiques et du risque inondation à horizon 2050. Et donc voilà, c'est une méthodologie qu'on a déjà présentée ici, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais la spécificité de l'approche CCR Météo France, c'est les simulations à climat constant. Donc les modèles du GIEC simulent en continu
par exemple entre 1970 et 2100, des trajectoires de climat avec une seule répétition pour chaque année. Les simulations à climat constant permettent d'avoir 400 années à climat actuel, c'est-à-dire que le climat ne change pas, mais on a toute la variabilité météorologique qui est contenue dans le climat qui va être simulé. Et à horizon 2050, on refait 400 années. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que nous, on ne travaille pas que sur des moyennes, on travaille sur des événements extrêmes. Et quand on parle de période de retour de 50 ans, de 100 ans ou de 200 ans, on comprend qu'une seule répétition de l'année 2050, ou même 10 si on encadre l'année par 2045-2055, on comprend qu'on n'a pas une vraie vision de la période de retour. Donc l'intérêt de cette approche, c'est de mesurer les événements extrêmes. Alors on va choisir deux scénarios dans le cadre de cette étude, enfin c'est RTE qui les a choisis. Donc c'est le scénario 8.5 qui est le scénario pessimiste, mais qui malheureusement est encore aujourd'hui possible. Tout dépendra des politiques futures en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et un scénario un peu plus optimiste qui est le 4.5 où il y a des différences régionales dans le monde en termes de niveau d'émissions. Alors, Météo France nous fournit donc ces fameuses 400 années à climat actuel et climat futur, et nous, côté CCR, donc l'équipe de modélisation va les transformer en modélisation du débordement des cours d'eau, en modélisation du ruissellement, et pour les aspects côtiers, en modélisation de la submersion marine, en essayant d'intégrer des hypothèses d'élévation du niveau de la mer. Alors une illustration de ce qu'on peut produire, donc ça c'est le débordement de la Seine en Île-de-France. À gauche, on a une cartographie de la période de retour. Donc la zone rouge, elle est inondée fréquemment. La zone verte, elle est inondée beaucoup plus rarement. Mais elle est modélisée justement parce qu'on a une profondeur historique dans le catalogue d'événements qui est importante. Et à droite, c'est un exemple d'une période de retour figée. Donc là, c'est 100 ans. Et on a les différentes hauteurs d'eau qui sont modélisées. Donc ça montre la précision de la simulation à une échelle, une résolution de 25 mètres pour chaque événement. Et on comprend l'intérêt de cette précision par rapport à l'étude avec RTE. Donc RTE nous a fourni des enjeux qui sont à la fois des sites ou des postes, eux ils les appellent sites, électriques. C'est ce qu'on voit à gauche sur l'image. Donc ça, c'est un périmètre entier sur lequel on doit mesurer l'exposition. Et donc on les voit, là, les différents qui sont en bordure de Seine en Île-de-France. Alors évidemment, on comprend qu'il y a... C'est sensible en fait, hein. Sites sensibles. Un pylône dans des zones à risque ou à plus grand risque que d'autres, c'est ça? Alors tous ne sont pas sensibles. Donc nous, on a pris tous les sites et on évalue leur sensibilité. C'est tout l'intérêt de cette étude. C'est ça l'apport CCR. Exactement. Donc là, on voit la cartographie assez fine des sites, donc qui sont vraiment localisés, même au plus loin que l'adresse. Enfin, on a un périmètre, on connaît les bâtiments qui font partie du site. Et si on prend l'exemple du site de Trans en Provence, donc là on a pris des exemples de sites un peu très exposés. Donc le site de Trans en Provence a été inondé lors des inondations de juin 2010, les inondations du Var. Et donc on a modélisé les inondations sur ce site. On constate, et ça renforce la crédibilité de l'étude, que les modèles sont en cohérence avec ce qui s'est passé en 2010. Le site est bien en zone inondable intégralement. Et ensuite, on réalise des projections climatiques. Donc, c'est des travaux qui sont toujours en cours. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec le scénario 4.5, on a une augmentation des débits de 13%, donc qui va être conjointe à une augmentation des hauteurs d'eau, évidemment. Et avec le 8.5, c'est stable ou ça baisse un petit peu. Alors, tout n'est pas comme ça, mais il y a le scénario 8.5. On le sait, on aura de plus en plus de sécheresse et des précipitations annuelles qui vont avoir tendance à diminuer. Et dans certaines zones, les débits des cours d'eau peuvent stagner ou baisser. Et avec le 4.5, donc un scénario un peu plus optimiste, on peut avoir des augmentations de débit plus importantes. Donc ça, c'est un résultat, par exemple, qui est assez atypique et qui dépend des zones d'étude. Donc sur la Durance, on a ici en violet les pylônes des différentes lignes de transport électrique. Là encore, on les superpose avec les zones d'aléas. On voit du débordement et du ruissellement. Et on va également, ici c'est du 200 tonal, donc on comprend une période de retour très extrême. Et on regarde l'évolution de ces débits selon les scénarios climatiques. Donc dans cet exemple-là, les débits, d'après les modèles de projection climatique, resteront stables dans un contexte de changement climatique, mais l'exposition reste réelle sur des événements extrêmes.
Et enfin, un dernier exemple sur un pylône qui est situé dans une période de retour fréquente en termes d'inondation. Donc là, on peut comparer cette photo du pylône qu'on voit en haut à droite, avec qui a un pied dans l'eau et l'autre presque, mais pas tout à fait, sur la berge. Et on voit ici, au niveau de la cartographie de la modélisation, qu'effectivement, il est situé à cheval entre deux zones, une zone qui va être inondée très fréquemment et une zone où la hauteur d'eau est plus faible. Et donc ces résultats, ces quelques exemples, je vais redonner la parole à Catherine, ces résultats ne sont qu'un exemple de l'étude qui est faite France entière. Très bien, merci beaucoup. Donc Catherine Lelong, on comprend très bien l'apport de CCR qui vous aide à identifier je dirais, vos postes et les pylônes à risque, mais une fois que vous avez bien eu, je dirais, ce catalogue, comment, en fait, aujourd'hui, on peut mieux sécuriser et les postes et les pylônes? Comment on fait? Alors, je vais vous montrer des exemples sur les postes et les pylônes de sécurisation. Donc, là, deux exemples. Le poste de Javel à gauche à Paris, et qui est protégé avec deux types. Donc, c'était un poste existant, donc c'est plus difficile, évidemment, quand vous devez sécuriser un poste qui existe déjà. Donc, il a des portes étanches qui sont fixes, et des protections mobiles qui sont des aquabarrières ou des auto-stabilisées. Donc là, vous les voyez en cours de montage pendant l'exercice Sequana qui a eu lieu en 2016, je crois, où on a armé une cellule de crise avec tous les opérateurs de réseau et on a regardé combien de temps, en gros, ça mettait pour sécuriser tous les postes qui devaient être sécurisés dans Paris. Et puis sur un poste neuf, la question se pose un peu différemment, puisque si vous savez à quelle hauteur d'eau peut atteindre les crues contre lesquelles vous voulez vous prémunir, vous pouvez le construire tout de suite résilient. Donc reprenons l'exemple du poste de Trans-en-Provence. Donc c'est un poste qui a été construit à partir des années 60. Il n'y avait peut-être même pas de PPRI à l'époque. Alors c'est un site qui contient 3 postes. C'est pour ça qu'on est un peu jargonneux de ce côté-là. Il y a un poste et un niveau de tension. Donc il y a un poste 400 000, un poste 225 000 et un poste 63 000. Et il se trouve que le poste 400 000, donc c'est évidemment, vous imaginez, c'est la partie la plus importante et la plus onéreuse. Elle a été construite en 2009-2010. Et en fait, on l'a construite à 2,80 m de hauteur. Il est construit sur pilotis. Donc, vous le voyez, le bâtiment sur pilotis. Et en juin 2010, le poste a été entièrement inondé et le poste 400 000 n'a pas été touché. Donc on a eu des dégâts sur les deux autres postes, le 63 000 et le 225 000, mais les éléments les plus onéreux ont été en sécurité. Sur les pylônes, alors les pylônes, donc quelques exemples, j'ai repris la Durance, voilà, pour prendre les mêmes exemples que David. Donc la Durance, c'est un fleuve mobile. Alors, je ne sais pas si on dit ça dans le bon jargon des géomaticiens, mais nous, il y a des pylônes qui étaient construits loin des berges et puis qui sont près des berges maintenant. Et donc, on a plusieurs techniques pour les sécuriser. Alors, l'extrême, c'est on déplace le pylône. Après, on peut lui mettre des fondations spéciales. Et puis, on peut faire un espèce d'entre-deux qui est l'enrochement, c'est-à-dire une sécurisation temporaire avant, en général, un déplacement du pylône. Et évidemment, si on sait à l'avance que le pylône va être en risque, on peut lui mettre tout de suite des fondations spéciales au lieu d'intervenir après coup. C'est d'ailleurs une des questions qui était posée par le public, hein, pardon de vous interrompre. La question était quels peuvent être les leviers, mais vous venez en partie d'y répondre, les leviers d'action sur les pylônes fortement exposés pour réduire justement leur exposition dans le futur. Alors ceux qui sont déjà construits, donc les futurs, vous avez compris, on peut changer des choses à la construction. Ceux qui sont déjà construits, en fait, on envisage, donc en ce moment, on envisage de numériser beaucoup de choses sur le réseau et de mettre des capteurs un peu partout. Et donc ça pourrait être un critère on est en cours de réflexion là-dessus, un critère de priorisation pour des capteurs d'inclinaison du pylône. C'est-à-dire qu'en fait, quand le pylône est emporté par une crue, il se couche, il est ruiné. Et donc là, très vite, on a la maintenance qui arrive et qui va mettre un pylône provisoire en attendant de reconstruire le pylône, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Et là, si on avait des indicateurs d'inclinaison sur des crues, alors peut-être pas des crues type tempête Alex, hein, mais sur des crues lentes, on pourrait mettre quelque chose de provisoire, sécuriser le pylône avant qu'il ne se ruine. Je vous ai un peu interrompu parce qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu. Je suis à la conclusion. Allez-y, ça tombe bien. Donc, quels sont les... Il y a quelques questions.
D'accord. Quelles sont les utilisations qu'on va faire de cette étude? Alors, je vous l'ai dit, on investit sur le temps long et les études pour mener un projet sont également longues. Donc, en fait, ce qu'on décide aujourd'hui, les projets qu'on décide aujourd'hui, ils vont être encore sur le réseau en 2100. Donc, même 2050, c'est presque court pour nous, hein, comme période d'études. Et on a un fort investissement à faire dans les 30 ans qui viennent, pour deux raisons: pour accompagner la transition énergétique et aussi parce qu'on a un réseau qui a été construit il y a déjà quelques dizaines d'années et donc qui est vieillissant, qu'il faut renouveler. D'ici 2050, on a beaucoup d'investissements à faire. Et donc on se dit que c'est une opportunité finalement, changeons un peu les choses, et si c'est une opportunité, utilisons-la pour construire avec des prescriptions directement résilientes au changement climatique. Et donc l'étude CCR va nous aider à objectiver l'exposition au risque de nos ouvrages. Et puis évidemment, comme tout industriel, on fera des analyses coût-bénéfice pour savoir si on procède à ces redimensionnements, au changement de prescription. Et donc, dans le cadre de toutes ces réflexions, toutes ces analyses, on a un travail de prospective qui arrive l'année prochaine, très important, qui s'appelle le schéma décennal de développement du réseau et qui intégrera un volet changement climatique. Je vais grouper, merci beaucoup. Je vais grouper deux questions rapidement. Quelles sont, au fond, les conséquences d'une inondation d'un site ou d'une ligne sur le risque de coupure électrique dans une région? Et qu'est-ce qui est mis en place en cas de coupure sur plusieurs jours? Question du public. Alors, c'est une question très intéressante. Et je vais répondre une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire que ça dépend de l'ouvrage. C'est du cas par cas. C'est presque du cas par cas parce qu'en fait, on a un réseau très maillé en France. On a cette chance-là. Et donc, en général, un ouvrage, surtout une ligne, peut être prise par une autre ligne. Même un poste, on peut reprendre. Il peut y avoir un plan B. Voilà, on exploite, ça s'appelle en N-1, donc on a besoin du N pour exploiter le réseau. Et puis on a, s'il y a une ligne, il y a des lignes qui déclenchent tous les jours, on a des indisponibilités, on a des consignations, donc on sait exploiter en perdant un ouvrage. Après, ça dépend vraiment de l'importance de l'ouvrage. Si ça dépend du coût de sa tension, une ligne ou un poste, 400 000 volts a beaucoup plus d'impact que si on perd du 63 000. Après, c'est aussi fonction si, par exemple, la liaison est une liaison en antenne qui alimente un seul, vous voyez, une seule ligne pour alimenter un client consommateur ou pour évacuer de la production. Là, évidemment, industriel voilà, on n'a pas forcément le N-1, sauf s'il a un secours. Merci beaucoup. Question pour David Moncoulon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Pourquoi, au fond, est-ce que les crues pourraient diminuer en scénario 8.5? Vous avez dit que c'était une relative bonne nouvelle. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'ai vu que vous étiez quand même prudent. Hein. Oui, il faut rester prudent parce que, encore une fois, c'est pas un résultat qui s'applique France entière. Ouais. Alors déjà, en plus, on parle de diminution. Si vous avez regardé les chiffres, on a mis moins de 3% sur un des sites et stable sur l'autre. Donc, on n'est pas dans une diminution. On est dans l'épaisseur du trait, surtout sur les événements relative stabilité. Voilà. Et ensuite, c'est pas vrai sur toute la France. Et l'hypothèse pour le moment qu'on a pour expliquer ça, c'est évidemment une baisse du régime de précipitation, mais une baisse du régime sans doute aussi de neige. Et du coup, c'est des éléments qui nous restent à creuser, et notamment lors du passage France entière de l'étude. Cette étude, une fois terminée, est-ce qu'elle sera rendue publique? C'est une autre question. Qui veut répondre? Via le SDDR. Le SDDR est un document public. Donc on mettra les résultats des conséquences, des analyses qu'on en fait. Ce sera quand, en gros? Normalement, fin d'année prochaine. Très bien. Dernière question. Comment concilier des mesures préventives d'exposition simultanées à des risques tempêtes et inondations? Ces deux risques-là, qui souvent marchent ensemble d'ailleurs. Vous pouvez répondre, peut-être David Moncoulon, comme vous voulez. Sur la prévention sur le réseau, je préfère laisser... Alors, les tempêtes, on est prémunis au vent contre des vents de 150 km/h dans l'intérieur des terres et de 180 km/h sur les côtes. Donc, c'est quand même des vents très importants qu'on n'a pas dû rencontrer, je pense, depuis 1999. S'il y avait des inondations en même temps, je pense qu'il y a eu ça, il y a dû y avoir cette situation déjà en 1999 avec des rentrées d'eau maritimes. CCR dans la partie, David ne l'a pas dit, mais il y a aussi un volet submersion marine. Donc je pense que
on regarderait cette concomitance de rentrée d'eau avec des tempêtes très fortes en bordure de côte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Catherine Lelon pour RTE. Merci David Moncoulon pour CCR.